Oui, peut-être au sein du RHDP, je pense qu'il y a beaucoup de gêne liés au fait que la présidente de l'Assemblée nationale ait eu cette maladresse, mais ils ont le sentiment que elle révèle une de leurs pratiques. Mais ce n'est pas une pratique qui est spécifique au RHDP, au régime RHDP, parce qu'ils viennent se faire soigner ici. Non, c'est une pratique qui existait depuis le début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis Oufoué, tout son gouvernement. Les gens viennent se soigner ici en France. Mais, comme tu le dis, cela évoque, ou bien cela révèle qu'au sein du RHDP, ils ne sont pas tous solidaires à l'endroit de... entre eux-mêmes et à l'endroit de Mme Kadia Camara, présidente du Sénat ivoirien. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ivoirienne, une convention avec la compagnie aérienne Corsair signée par les institutions ivoiriennes suscite une forme d'incompréhension, voire de colère. Pour en parler, je reçois Jean-Paul Leroux, président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Bonsoir, président. Bonsoir, Carly. Et en duplex, Jean-Yves Doué, notre chroniqueur. Bonsoir, Jean-Yves. Bonsoir, Carly. Messieurs, le jeudi 15 mai 2025, au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan, les institutions des collectivités territoriales ivoiriennes ont procédé au renouvellement de leur partenariat avec la compagnie aérienne Corsair, un partenariat qui existe depuis 2022. À ce stade, tout va bien, jusqu'à cette séquence que je vous propose de regarder. Offert à des tarifs préférentiels sur les lignes de Corsair, tant pour les voyages professionnels que privés, en plus de permettre aux officiels ivoiriens et à leurs familles de voyager à moindre coût. Nous nous félicitons également de ce partenariat qui leur offre l'opportunité de bénéficier de prestations de l'hôpital américain de Paris à des conditions préférentielles. Président, comment vous avez accueilli cette séquence? Oh, comme tous les Ivoiriens d'une certaine façon, mais avec beaucoup d'amusement. Mais j'aimerais faire une précision. Ce contrat de cette convention entre la Côte d'Ivoire et entre certaines institutions de la Côte d'Ivoire et Corsair date de 2019. 2019, ah, 2019. D'abord, c'était uniquement avec le Sénat. Le Sénat a été mis en place en 2018 avec Aoussou Jano, et en 2019 ce contrat est signé. Le premier renouvellement se fait en 2022, c'est en ce moment que l'Assemblée nationale et d'autres institutions se rajouteront. Et là, on a, je pourrais dire, à la deuxième ou bien au deuxième renouvellement de signature de cette convention. Je l'ai reçu avec beaucoup d'amusement et surtout remarquer que, pour moi, c'est une maladresse de la part de Mme Kadia Camara, présidente du Sénat. En dehors de cette maladresse, le contenu de cette convention-là est assez clair. C'est une convention de voyage. Voilà, il ne faudrait pas qu'on aille plus loin. C'est une convention de voyage. Et c'est Corsair qui a un partenariat avec l'hôpital américain de Neuilly qui propose du moins de faire bénéficier aux signataires de cette convention, à ceux qui veulent y prendre part, à ceux qui veulent en bénéficier, de leur faire partager de façon, je dirais, exceptionnelle ou de façon individuelle leur convention avec l'hôpital américain. Donc l'État de Côte d'Ivoire ou les institutions ivoiriennes, pour être précis, pour ne pas sortir de cette convention, n'ont pas signé une convention pour aller se faire soigner à l'étranger, je dirais exactement en France, ici à l'hôpital américain. Mais cette maladresse ne révèle pas que nos autorités nos personnalités viennent, tout le monde le sait, ils viennent tous se faire soigner ici, que ce soit à l'hôpital américain, que ce soit dans certains hôpitaux parisiens ou même de France. Mais ça pose aujourd'hui la question de l'exemplarité au niveau de la gestion des affaires publiques, et ça pose aussi une vraie question pour ma part, une vraie question éthique, parce que beaucoup de nos autorités pensent que le fait de leur donner ce pouvoir, qui leur confère un certain nombre de privilèges,
leur faire penser à un certain moment que ces privilèges-là sont un droit. En réalité, ces privilèges-là ne sont pas un droit, mais c'est plutôt une faveur que leur accordent leur fonction, que leur accordent les populations en leur donnant ce pouvoir-là. Maintenant, plus loin, l'enjeu, c'est la question, c'est à un moment de gestion, à un moment de la gouvernance, lorsqu'on y passe 10, 15, 20 ans et qu'on a certains privilèges liés à ces fonctions, comme on dit à Abidjan, vers la fin, on s'imagine que ces fonctions-là sont des droits. Donc voilà, ça pose la question de l'alternance à la tête de nos institutions. Et puis des questions d'équilibre de ce plateau. Président, je tiens à préciser que nous avons invité un membre deux membres du RAGP qui n'ont pas répondu favorablement à notre demande. Voilà. Il aurait pu s'expliquer sur cette sortie de... Oui, c'est vraiment malheureux de voir qu'aujourd'hui, ici à Paris, ici en France, sur des plateaux de télé, le RHDP n'est pas accepté ou bien n'est pas voulu se présenter pour pouvoir, tout simplement pas pour venir défendre, mais pour venir expliquer aux populations ivoiriennes les raisons pour lesquelles on a entendu de telles choses et qu'elles se fassent dans de telles circonstances. Bon, c'est nous, journalistes, qui sommes obligés de venir faire, je dirais, le service après-vente, mais bon, nous allons le faire. C'est malheureux, mais bon, j'espère que le RAGP ici en France... En tout cas, on les attend, parce que c'est très important qu'ils puissent apporter la controverse. Jean-Yves, vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Tout comme le président, moi j'ai j'ai tout de suite rigolé de tout ce qui se passait vu comment on appelle ça, les, cette vague d'indignation que ça a créé au niveau des Ivoiriens de façon générale. En fait, j'ai déjà dans un premier temps rigolé de cette situation-là parce que je me suis dit que c'est peut-être un manque de compréhension de la part genre, de la part des Ivoiriens. Parce que, à un moment donné, ils se sont indignés de deux choses. Ils se sont indignés genre, la première chose, c'était cette classe politique-là, c'est-à-dire ces élus-là, qui soient peut-être privilégiés de par leur statut pendant que ce peuple-là, quelque part, on lui demande de serrer la ceinture. Donc, ils avaient quand même un sentiment d'avoir été abandonnés de gens à travers cette convention-là. Donc, ça, c'était un premier point. Et par la suite, il y avait aussi la signature avec Corsair. Donc, certains aussi s'indignaient du fait on a Air France qui va maintenant, je crois, lancer dans pas mal de temps, je dirais au grand max 6 mois, les longs courriers, c'est-à-dire Abidjan. Air Côte d'Ivoire ou Air France? Air Côte d'Ivoire plutôt, qui va lancer les longs courriers à Abidjan-Paris. Donc ici, en fait, c'est un sujet du fait que cette convention soit signée avec Corsair plutôt que Air Côte d'Ivoire, qui est une compagnie locale et tout. Mais moi, je pense que ça fait partie quand même de la politique libérale, centriste libérale du RHDP. Donc, je pense que c'est sur ça déjà qu'on doit s'accorder. On doit se dire quand même que le parti au pouvoir, le RHDP, c'est un parti libéral. Donc, il compose avec généralement, je peux dire tout le monde. Il compose avec des multinationales et tout. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on s'insurge de cela. On doit plutôt s'insurger du fait que les Ivoiriens aient quand même accepté de mettre un parti qui était libéral au pouvoir. Donc, on devait s'attendre normalement à tout ça. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose c'était un truc sur lequel on ne devait pas s'étonner. Mais c'est normal que la classe, la majorité des Ivoiriens s'étonnent parce qu'ils n'ont peut-être pas cette information-là. Et moi, ce qui m'a un peu, je peux dire, blessé, ou bien, blessé, mais quand même étonné, c'est que la classe politique aussi, c'est-à-dire l'opposition, fasse en fait mine de ne rien savoir, puisque moi, je pense que en 2021, je crois en 2021 ou 2019, quand ils avaient commencé ils avaient lancé cette convention-là, ils avaient l'information. Ils avaient l'information, même si on n'avait pas eu de note, comment on appelle ça, de note d'information qui soit passée peut-être au Parlement et tout, mais quand même, ils étaient quand même dans les couloirs du Parlement et du Sénat, donc ils avaient l'information. Donc, ça coûtait quoi à l'opposition d'informer le grand public, d'informer la population que voici ce qui se passe, même si on n'avait pas eu d'information officielle. Donc là, il a fallu que la population compte sur la maladresse, je dis en griffe, de la présidence du Sénat pour être informée.
Et c'est en ce moment-là qu'on voit une opposition maintenant qui s'insurge aussi en faisant des communiqués de gauche à droite pour dire... oui. Non, allez-y. Voilà, en faisant des communiqués de gauche à droite pour dire non, voilà, on n'a pas été informé, on n'a pas été associé. Mais non, vous savez, même si vous n'avez pas été associé ou bien informé officiellement, mais vous avez eu l'information, chère opposition. Donc, c'était à vous d'informer la population. C'était à vous de nous dire, ah, voici ce qui se passe au sein du Sénat, voici ce qui se passe au sein du Parlement. Donc, aujourd'hui, moi, j'accuse toute la classe politique, que ce soit l'opposition, le PDCI, le PPACI, et même le parti au pouvoir. Donc, ils sont tous complices de ce fait-là. Donc, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui ils s'insurgent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils vont surfer sur cette vague-là. Ils vont faire de la démagogie. Et ça, moi, j'en ai ras-le-bol. Voilà, président. Oui, je comprends. On en parlait en préparation d'émission hier. Oui. C'est un peu malheureux, mais cette convention, il faudrait qu'on comprenne d'abord l'objectif de cette convention. L'objectif de cette convention, c'est de permettre à un certain nombre d'autorités ivoiriennes de voyager à moindre coût. Je pense que la remise doit tourner autour de 30%. Nos autorités ivoiriennes voyagent beaucoup. Très. Dans le cadre professionnel, voyagent beaucoup. Donc, de ce fait, entre-temps, je dirais que c'est bien pour les finances publiques, puisqu'ils vont voyager à moindre coût. Surtout que ces autorités-là voyagent, ils ne voyagent pas en classe éco, hein, en classe affaires. Ils voyagent en classe affaires. Donc, ça va réduire un peu les frais au niveau de nos caisses. Et deuxièmement, il y a un autre aspect que Jean-Yves a évoqué. C'est vrai qu'on a notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Mais Air Côte d'Ivoire, regardons aussi, à les ailes un peu lestées par son actionnariat. Air France est membre de l'actionnariat de Air Côte d'Ivoire. Et c'est une ligne qui est très, je dirais, très rentable pour Air France. Vous voyez Air France en train d'ouvrir, de permettre une certaine concurrence. Ça va diminuer elle aussi ses entrées parce que c'est les mêmes personnes là qui vont voyager. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Et peut-être que c'est ce qui fait que Air France n'a pas encore lancé sa ligne. Ces deux avions qu'elle a commandés ici à Toulouse, c'est commandé, l'habillage est fait, tout est fait. On attend seulement une décision. Mais à côté de cela, ce que Jean-Yves dit, la question des partis politiques. Qui se sont tous désolidarisés hier. Enfin, pas tous, PPACI et le PDCRDA. Bon, le plus simple, il est simple aujourd'hui de se désolidariser parce que dans la maladresse de Kandia Camara, il apparaît que ces personnalités vont venir se faire soigner à l'hôpital américain à des tarifs préférentiels. Et ça crée l'effet de bouclier au niveau des partis politiques et au niveau des populations. C'est tellement que l'opposition, d'une certaine manière, c'est de bonne guerre, profite. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Dans la convention, il n'existe pas cet aspect. C'est une convention de voyage. J'imagine que c'est au cours des échanges que le patron de conseil dit que nous avons une convention à l'hôpital américain. Si vous voulez voyager, aller vous faire soigner en France, nous vous ferons profiter des choses. Mais sinon, tout le monde sait que dans ce pays-là, il y a des gens qui viennent se faire soigner ici à Paris, à l'hôpital américain, à l'hôpital Foch, dans tous les hôpitaux de France. Le premier même des Ivoiriens même vient se faire soigner ici. Donc, ça, c'est pas nouveau. C'est quand même fort lorsque la présidente du Sénat dit que cette convention permet aux officiels, à leur famille, je pense que c'est ce qui m'a un peu froissé les Ivoiriens, de se dire, mais nous, nos enfants sont là, malades ici, ils meurent dans les hôpitaux, et vous partez vous faire soigner comme ça. Cela pose aussi la question, comme on le disait tantôt, la question de nos systèmes sanitaires. Et j'en viens parce que quand cette affaire est sortie, sur les réseaux sociaux aussi a émergé la question de la CMU, la couverture médicale universelle, maladie universelle, pardon, si je ne me trompe pas. Est-ce que, Président, vous qui connaissez très bien le paysage politique ivoirien, sociopolitique même, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens se sont appropriés ce dispositif?
La CMU? Ouais. Oui, il y a une vaste campagne au niveau du ministère de la Santé et je crois au ministère de l'Emploi, quelque chose comme ça, de la couverture médicale, pour essayer de faire, je dirais, adhérer les Ivoiriens, en tout cas le maximum d'Ivoiriens, à ce processus-là, la couverture maladie universelle. D'abord, c'est un processus d'identification des Ivoiriens. Ça va permettre certainement, je dirais, à la longue, pour que chaque Ivoirien ait un numéro de sécurité sociale. Et puis, sans doute maintenant, pouvoir, parce que c'est une cotisation, il ne faut pas qu'on se trompe d'une certaine manière, pour les plus, je dirais, pour les plus modestes, c'est 1 000 francs par mois, c'est-à-dire 12 000 francs l'année, pour bénéficier d'un certain nombre de couverture maladie dans nos différents hôpitaux. Mais quel est le plateau technique qu'offre le système de santé ivoirien? Quel est le dispositif en termes de personnel qu'offre le système de santé ivoirien? Quel est le dispositif pharmaceutique qu'offre le système de santé ivoirien? Voilà des questions auxquelles on doit pouvoir répondre, ou bien des problèmes qu'il faudra résoudre pour que cette CMU-là soit véritablement efficace et efficiente. Sinon, en dehors de ça, je n'ai pas dit que je peux comprendre que des gens veuillent venir en France se faire soigner. Ceux qui viennent en France, ceux qui ne sont même pas des autorités, en dehors d'eux, il y a d'autres qui viennent en France, ceux qui ont vraiment des moyens, ils viennent en France se soigner à leurs propres frais. Ceux qui ne peuvent pas, qui sont, je pourrais dire, dans cette fine couche, je dirais, moyenne, ils vont au Maroc, en Tunisie, se soigner parce que là-bas, le système de santé est un peu plus élevé, en dehors de celles qui vont faire des BBL. Donc voilà tous ces éléments-là qui amènent à penser que, en réalité, ce que Mme Kandia Camara a dit et qui pose problème, peut-être qu'au fond des Ivoiriens, il y a la question de leur système de santé qui les dérange. Aujourd'hui, il y a certains qui n'ont pas... Bon, le gouvernement à chaque fois dit qu'ils ont construit des établissements de premier contact à moins de 5 km. Mais est-ce que ces différents centres de santé-là disposent des soins appropriés pour chaque Ivoirien? Est-ce que quand je vais à Bangolo me soigner, on ne m'envoie pas 300 km plus loin pour soigner peut-être un diabète ou une hypertension ou bien une telle affection liée à des spécialités qu'il faut? Donc c'est tous ces éléments, en fait, c'est cette crise au niveau du système de santé là, liée aux soins. C'est vrai qu'il y a des infrastructures, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux, des centres de santé qui ont été construits. Mais aujourd'hui, on forme combien d'infirmiers en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on forme combien de médecins? Et comment on fait pour rendre ce métier-là, ou du moins ces métiers liés à la santé-là, attractifs? Parce que, retenons que presque chaque année, il y a au moins une centaine, sinon des centaines d'Ivoiriens formés dans le système de santé, des infirmiers, des sages-femmes, qui sont happés par le système de migration canadien. Ils ont déjà dit, parce que le Canada a besoin d'infirmiers, de sages-femmes, d'aides-soignants. Dès qu'ils ont leur diplôme en poche, ils vont faire leur démarche au niveau du Canada et puis ils sont partis. Donc il manque il manque beaucoup d'infirmiers en Côte d'Ivoire, il manque beaucoup de médecins et il faudra qu'aussi on rende ces métiers-là attractifs. J'espère qu'on y viendra parce que si tu me permets, pour venir à cette émission, je fouille un peu. Un infirmier, quand il sort de l'école, il sort de l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de la santé, il est autour de 170 000 francs CFA. Et à la retraite, il part autour de 400 et quelques mille francs, infirmier et sage-femme. Le médecin, après 7 années d'études, il sort autour de 250 000 francs, avec 250 000 francs. Oui, il rentre quand le médecin sort. Après 7 années, Bac plus 7, il commence son salaire avec 250 000 francs. Ça a se poser des questions. Comment c'est attractif? Et puis, comment, même si j'ai fini de me former en tant que médecin, comment je reste dans le secteur public? Est-ce que je ne vais pas me chercher? On en connaît plein qui sont ici en France avec nous. Ils viennent se spécialiser, ils ne partent plus. Donc, c'est tous ces éléments-là que l'État, que le gouvernement devrait pouvoir régler, solutionner, surtout au niveau des personnels soignants. Très bien. Et aussi cette déclaration nous interroge, ce sera vraiment le dernier thème de cette émission, sur les voyages de nos autorités, les déplacements sanitaires. C'est on entend souvent restez dans votre pays pour vous soigner. Puisque vous avez créé des hôpitaux, restez dans votre pays pour vous soigner. Est-ce qu'il ne faut pas repenser un dispositif, Jean-Yves, par rapport à ce sujet?
Ben si, bien évidemment que il faut repenser le dispositif. Là, on a, même en Tanzanie, feu le président John Magufuli. Lorsqu'il était au pouvoir, je crois de 2015 à 2021, donc pendant sa mandature, en fait, il s'est toujours soigné en Tanzanie. Et en fait, il incitait aussi ses ministres à le faire. Oui, et même, je pense aussi le cas de Thomas Sankara. Quand Thomas Sankara était, on ne va pas dire que pendant ce temps, le Burkina avait un plateau technique qui était un plateau technique de haut niveau. Mais quand même, il avait cette volonté-là de vouloir mettre en fait en avant le système de santé local afin que les gens, je peux dire, ses ministres ou du moins ouais, le gouvernement puissent travailler de sorte à ce que ces plateaux techniques soient vraiment relevés pour qu'ils puissent répondre aux aspirations des populations. Donc, je veux dire que ça, moi, je pense que ça y va d'une volonté politique. C'est nos politiques qui doivent déjà accepter le fait que il y a des choses qui ne vont pas, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et qu'il va falloir remédier. Donc, pour un peu revenir à l'histoire de la couverture maladie, vu que j'ai pas eu l'occasion de prendre la parole là-dessus, la couverture maladie, ça a été une bonne initiative ça a été une bonne initiative. Mais le problème, c'est que le gouvernement, je pense que c'est la mise en place de cette couverture maladie universelle là, qui n'a pas été bonne. C'est que, en fait, elle ne répond même pas aux aspirations des populations. C'est-à-dire, les populations ont cette carte-là, mais lorsqu'elles vont dans les centres de santé, elles n'arrivent même pas à se procurer comment on appelle ça, les médicaments de première nécessité. Donc, il y a déjà ça. Il y a déjà ça. Alors, je précise que la liste des médicaments couverts concerne les antibiotiques, les antidiarrhéiques. Ça a été élargi tout récemment aux métaboliques comme le diabète et l'hypertension. Donc, enfin, c'est ce qu'on a comme information officielle. Oui, mais oui, ça, c'est ce qu'on a comme information officielle. Mais sur le terrain, c'est autre chose. Parce qu'on a Alors, des vous populations avez aussi qui des... se plaignent. On a des populations qui se plaignent comme quoi, lorsqu'elles arrivent, c'est une autre réalité. On a la carte qui, les week-ends ou les jours fériés ne passent pas. Et voilà. Vous savez, voilà, on a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte qui n'ont pas été véritablement expliqués lors de cette mise en place. Et en quoi est-ce que une population est obligée d'attendre les jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au vendredi pour tomber malade? Non. Donc, lorsqu'on a une urgence, comment est-ce qu'on fait? Il y a tout ça qui doit se faire, il y a tout ça, il y a vraiment ici, je pense que au-delà même de dire on a mis en place cette couverture maladie universelle là, parce que je pense que c'est ça, pour après, lors des campagnes électorales, commencer à se gargariser de cette réforme-là. Ben non, faudrait que ce soit effectif. Parce que ce sont des populations qui l'utilisent, ce sont des personnes qui ont besoin aussi de recouvrir la santé, qui ont besoin de se sentir bien, qui ont besoin d'être en bonne santé. Et c'est pour cela qu'elles ont élu comment on appelle ça, ces personnes-là à la tête de la Côte d'Ivoire. Sur la question de la couverture, Jean-Yves, je vais t'interrompre. En fait, je suis d'accord avec ce que Jean-Yves dit, hein, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, cette couverture médicale, elle n'a pas beaucoup de succès auprès des populations parce que pour les populations, cela résonne comme l'accès à la santé. C'est ça. Parce que, désolé, j'ai des chiffres pour vous pour illustrer notre débat. 15 millions de personnes inscrites sur la CMU, à la CMU, pardon, sont les chiffres du gouvernement en date de 2024. Mais un tiers seulement ont reçu leur carte et parmi elles, 2 millions sont à jour de cotisation. Donc, en gros, on a 500 000 assurés sur tout ce chiffre de 15 millions. Voilà, donc pour eux, et quand ils ont constaté que ça ne fonctionnait pas, ça ne leur donnait pas la santé qu'il fallait, voilà pourquoi aujourd'hui on comprend cette vague de campagne du gouvernement ivoirien pour faire obtenir. Mais au-delà de ça, il faudrait que, c'est ce que je disais tantôt, nos régions, chaque région en Côte d'Ivoire doit avoir au moins un centre hospitalier universitaire pour avoir cette possibilité-là d'offrir, je dirais, une assiette plus intéressante de soins. Parce que je suis à Tiémé, quelque part loin, près d'Odiéné, dans une machin, pour soigner mon diabète, je suis obligé d'aller jusqu'à Boaké pour avoir un spécialiste, pour avoir un diabétologue, ou d'aller au-delà de 200-300 km quand je sais que le diabétique peut-être doit avoir des séances assez rapprochées pour aller voir son diabétologue pour des contrôles. Mais à quel moment il fait pratiquement tous les mois, mais toutes les 3 semaines, mais tous les 3 mois, une certaine période, parcourir des kilomètres. Or, s'il y avait un centre hospitalier, un CHU dans sa région, ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, je pense que c'est en réalité, c'est ça. Notre question, notre système de santé, ce que Mme Kania Kamara a dit, révèle
la vraie crise, je ne dirais pas, elle n'est pas si grave que ça, mais la crise du système de santé ivoirien qui est liée à son personnel et aussi à un certain nombre d'infrastructures. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements de premier contact de santé, de premier contact qui ont été construits en Côte d'Ivoire, mais est-ce que ces établissements donnent je dirais les soins nécessaires ou suffisants aux populations qui sont aux alentours? Mais président, est-ce qu'il faut prendre une loi, un décret, il faut régir le déplacement de nos officiels à l'étranger pour des questions de santé? Est-ce qu'il faut obliger les dirigeants de se soigner dans leur pays? Oui, c'est pas qu'en Côte d'Ivoire. Moi, je partage entièrement cet avis-là. C'est-à-dire, il y a la possibilité, ça peut ne pas être loi, ça peut être un décret du président de la République ou une circulaire pour dire désormais, toutes les autorités se soignent ici. On ne peut pas sortir de ce pays, dire je m'en vais me soigner et puis profiter d'une... Parce que c'est ça, hein, il y a les évacuations sanitaires, il y a des prises en charge ministérielles ou présidentielles qui savent qu'à partir de ça, on peut savoir que X ou Y va à Paris, va en Angleterre, va au Portugal, va en Tunisie, va au Maroc pour se faire soigner aux frais de l'État. C'est ça, tout le monde le sait. Il y a des prises en charge ministérielles qui existent pour les évacuations. Donc ça, il y a possibilité de mettre un terme à cela. Je pense que tout cet argent peut être utilisé pour la formation des personnels et puis pour des infrastructures aussi pour les soins des Ivoiriens. Jean-Yves, pour conclure. Surtout, ouais, pour rebondir au propos du président, en fait, lorsqu'on demande à l'Ivoirien de serrer la ceinture pendant ce temps, les gouvernants, eux, bradent les gens la ceinture pour les bretelles. Je pense qu'il y a de quoi se poser des questions. Et aussi, il y a, comment on appelle ça, en dehors même en plus comment on appelle ça, en plus de la santé, je pense qu'on doit aussi obliger nos gouvernants à inscrire leurs enfants dans les établissements publics locaux pour que ces derniers-là puissent aussi prendre soin. Parce qu'on voit, lorsqu'on observe des grèves dans les gens, dans les établissements en Côte d'Ivoire, on voit que souvent, ils ne fournissent pas les efforts nécessaires pour que ces enfants-là puissent retourner à l'école. Parce que la plupart de leurs enfants sont dans les établissements publics et privés français où ils sont à l'étranger. Donc, ça ne leur donne, ils n'ont aucun intérêt à ce que ces enfants-là retournent à l'école. Donc, on doit obliger nos gouvernants, et que ce soit pour les soins de santé et pour l'éducation aussi, oui. Président. Oui, je pense qu'au-delà de l'obligation, moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, on devrait mettre une fin à cette pratique-là. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara. Houphouët-Boigny venait se faire traiter à Paris. On a deux anciens premiers ministres qui sont morts même ici. Laurent Gbagbo est venu sur Laurent Gbagbo, le panafricaniste, est allé se faire soigner au Maroc. Tout le monde sait que le président Alassane Ouattara se soigne ici à Paris. Je pense que c'est une pratique qui devait être arrêtée. À Abidjan, on dit le poisson pourrit par la tête. Si nos élites prennent le soin de se soigner ce n'est pas une malédiction. Tout le monde tombe malade à un moment. Donc, on peut voir un officiel sortir d'un hôpital normal d'Abidjan. On a des CHU, on a des cliniques de haut niveau. Il est possible d'avoir des infrastructures publiques de haut niveau en Côte d'Ivoire. C'est tout simplement une question de volonté. Et ça peut, pour moi, pas... Président, avant de fermer, est-ce que le fait que... Enfin, je n'ai pas vu, moi, à mon niveau, de cadre du parti monter au créneau pour défendre Kandia Camara après cette sortie, est-ce que cela aussi montre une forme de gêne au sein du parti après cette sortie? Oui, peut-être au sein du RHGP, je pense qu'il y a beaucoup de gêne liés au fait que la présidente de l'Assemblée nationale ait eu cette maladresse, mais ils ont le sentiment que elle révèle une de leurs pratiques. Mais ce n'est pas une pratique qui est spécifique au RHDP, au régime RHDP, parce qu'ils viennent se faire soigner ici. Non, c'est une pratique qui existait depuis le début de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët, tout son gouvernement. Les gens viennent se soigner ici en France. Mais, comme tu le dis, cela évoque, ou bien cela révèle qu'au sein du RHDP, ils ne sont pas tous solidaires à l'endroit entre eux-mêmes et à l'endroit de Mme Kandia Camara, président du Sénat ivoirien. Merci beaucoup, Président. Merci à Jean-Yves. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Salutations à Gérard Amombou, notre autre chroniqueur qui nous a manqué ce matin. Et portez-vous bien, à bientôt.